Tomba, Kere Mouna Damundam Joya, Franklin Difford et Joshua aussi. Ils sont 9 à devoir séduire et conquérir les Camerounais. Et dans la pêche effrénée au suffrage des électeurs, la CRTV vous propose cette plateforme de débat 100% présidentielle pour vous donner des outils d'analyse, pour confronter les offres politiques, peser et sous-peser les programmes avant de choisir, de bien choisir. Le garant de notre avenir, de notre bien-être collectif pour les 7 prochaines années. Et alors que notre marque de fabrique, la paix et la stabilité vacillent sous les coups de boutoir des ennemis de la paix, l'histoire bégaye. Le premier débat de notre série ne pouvait pas éluder cette question centrale qui interpelle la nation entière. Quelles offres politiques pour préserver notre unité si chèrement acquise. Invité à ce débat inaugural, l'un des 9 candidats à la magistrature suprême, Garama Nadi, président de l'Alliance pour la démocratie et le développement. C'est la 3e fois, Monsieur le Président, que vous sollicitez les suffrages des Camerounais. Après 2004, 2011, vous voici donc en 2018 et en 2011, vous étiez pour ainsi dire le 3e homme, comme l'on dit dans le jargon de la présidentielle. Alors je voudrais vous demander, en vous souhaitant la bienvenue, en vous remerciant d'avoir accepté notre invitation pour ce débat inaugural, quel va être votre principal axe de campagne pour cette présidentielle de 2018? Merci beaucoup, merci d'abord de m'avoir invité. Face aux représentants de son Excellence, M. Paul Biya, puisqu'il est secrétaire à la communication du comité central, il en est membre, et il reste l'homme de confiance de notre grand frère commun. Alors, ça c'est tout dire. Ce n'est pas gratuit que Garga soit en face du représentant du chef d'État sortant. Une petite erreur. Aujourd'hui, ce n'est pas la 3e fois que je me présente ou que j'étais arrivé en 3e, non. À la sortie des urnes, selon Elecam, aussi bien direction générale que conseil électoral, j'étais 2e. Au Minat, j'étais 2e. C'est à la Cour suprême, je ne dis pas c'est la Cour suprême, c'est M. Dipanda qui m'a passé 3e, soi-disant pour équilibrer les francophones et les c'est ce qui m'est revenu. Sauf que pour oui, c'était bien calculé. Proclamé par la Cour suprême qui font foi, et ces résultats faisaient de vous le 3e homme. Oui. Alors vous l'avez dit face à vous, le professeur Jacques Famdongo. Mais je n'ai pas fini de vous remercier. Oui. Alors, vous dites c'est la 3e, mais le président Paul Biya, c'est la combien de fois? Vous ne dites pas. 20e fois. Même si on est élu, on n'est pas élu éternellement. Il faut être équilibré. Quand vous dites le nombre de fois que je me suis présenté, vous dites de l'autre côté combien de fois celui qui le nom précède le mien s'est porté candidat en dehors du candidat qui lui avait été offert. Il faut dire le nombre. Nous aurons l'occasion de parler de lui. Et si vous permettez, donc, je voudrais accueillir le professeur Jacques Famdongo, ministre de l'Enseignement supérieur, mais c'est davantage ce soir le secrétaire à la communication du comité central du RDPC que nous avons le privilège d'accueillir. Il est par ailleurs, comme vous le savez, membre du bureau politique du RDPC, chef de la délégation permanente du RDPC pour la région du Sud. Et le professeur et le président Garga l'a dit, c'est un fidèle parmi les fidèles du président Paul Biya. Bonsoir, monsieur le ministre, et bienvenue. Bonsoir. Et il y aura 8 candidats face à votre champion. C'est officiel depuis ce matin, sous réserve évidemment des aménagements qui peuvent découler du contentieux préélectoral. Que vous suggère cette affiche? Mais nous sommes très heureux après la publication des listes, de la liste validée par Elecam, par le Conseil constitutionnel. Donc nous sommes tout à fait heureux parce que nous allons enfin confronter les programmes et les visions. Parce qu'en réalité, une élection présidentielle, c'est programme contre programme, vision contre vision. Et nous sommes donc heureux de cette affiche. Le grand enjeu de cette élection, on l'a dit et redit, l'un des grands
enjeux, c'est donc l'impératif de paix et de stabilité du Cameroun à préserver avec 4 régions dans le chaudron de l'insécurité, l'extrême nord et l'est, et surtout la cristallisation dans le nord-ouest et le sud-ouest, cristallisation d'une crise qui fait son lit depuis pratiquement 2 années au point de faire vaciller la mystique de l'unité nationale. Une équation à résoudre au plus vite, c'est la problématique du soir, CQFD, ce qui fait débat. Rodrigue Bertrand-Tuenne. Camerounais, Camerounaises, le Cameroun est libre et indépendant. Depuis l'indépendance du Cameroun, le 1er janvier 1960, jamais les électeurs ne sont allés aux urnes pour la désignation du chef de l'État avec autant de menaces sur l'unité et la stabilité de leur cher et beau pays. Des menaces incarnées par Boko Haram dans la partie septentrionale, les bandes armées à l'est il y a quelque temps et depuis bientôt 2 ans par des groupuscules sécessionnistes dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest. La dernière menace est celle sur laquelle ont le plus discouru les prétendants à la magistrature suprême. Paul Biya n'a pas fait mystère de sa foi en la décentralisation comme solution à la paix et à la stabilité du Cameroun. Nos concitoyens souhaitent participer davantage à la gestion de leurs affaires, notamment au niveau local. Je crois fermement à cet égard que l'accélération de notre processus de décentralisation va permettre de renforcer le développement de nos régions. J'ai, dans cette optique, prescrit la mise en œuvre des mesures nécessaires pour concrétiser rapidement cette réforme majeure. Jean-Jacques Ekindi propose de renforcer le processus de dialogue pour annihiler les forces sécessionnistes qui menacent l'unité et la stabilité du Cameroun. Avis partagé par Akere Mouna qui promet, dès son élection, en même temps qu'une mutation systémique et structurelle de l'État, le démarrage d'un dialogue inclusif permettant de rétablir la confiance et de faire face aux problèmes issus d'une gestion inadéquate de la diversité. Adamou Ndamjoya est pour la même option lorsqu'il estime que les anglophones, les francophones, les Camerounais de manière générale doivent se retrouver autour du problème du nord-ouest et du sud-ouest. Maurice Kamto aussi, qui appelle à la mise en place d'un dialogue national et sincère, tandis que Jean-Blaise Gouet est plus proche de Paul Biya en plaidant pour l'effectivité de la décentralisation. La stabilité préoccupe toutes les personnalités qui lorgnent le palais de l'unité. La stabilité est un impératif absolu. Professeur Famdongo, certains analystes soutiennent que cette élection présidentielle va obliger tous les acteurs politiques à sortir de l'ambiguïté que certains cultivent vis-à-vis des événements douloureux que nous vivons en ce moment. Est-ce que vous êtes de cet avis? Oui, il y aurait nécessairement plusieurs centres d'intérêt lors de cette élection présidentielle. Certes, le problème de l'unité nationale se pose avec acuité, mais il n'est pas le seul. Il y a également le développement économique, social et culturel. Il y a la diplomatie de présence et de participation. Il y a même l'image du Cameroun à l'intérieur et hors de notre cher et beau pays. Donc c'est un sujet clé, c'est un sujet névralgique, c'est vrai, auquel d'ailleurs le président de la République, son Excellence Paul Biya, a déjà apporté plusieurs réponses et idoines qui sont en train d'être mises en application, notamment
la création du ministère de la décentralisation et du développement local, ainsi que la création de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme. Mais nous n'oublions pas le dialogue qui est permanent. Depuis belle lurette, il est permanent. Les segments sociaux du Cameroun dialoguent, se concertent, proposent des éléments de solution, car le président Paul Biya ne rejette pas a priori le dialogue. On aura l'occasion de revenir sur tous ces éléments. Monsieur le Président, en janvier 2017, du Palais de l'Unité, à la faveur des vœux des corps constitués nationaux au chef de l'État, vous avez déclaré en direct sur notre antenne que le président Paul Biya vous avait demandé d'aller à Bamenda pour amener nos frères. Depuis le temps, il s'est passé beaucoup d'événements douloureux. La crise a empiré. Quel est le bilan que vous pouvez faire de votre initiative et de ce qui a été accompli dans l'intervalle? Merci. D'abord, je ne vous ai pas déclaré que le président... Non, votre caméra et votre personne étaient en train de suivre le président. Et quand il est arrivé à mon niveau, il m'a saisi les deux mains et il m'a parlé comme un père ou un grand frère parle à son fils. Monsieur Garga, vous suivez ce qui se passe dans le nord-ouest et le sud-ouest. Monsieur Garga, faites quelque chose. Monsieur Garga, allez me ramener Bamenda. Voilà les propos. Vous fouillez vos archives, vous les trouverez, puisque quand vous avez rediffusé cette séquence, je l'ai enregistré dans mon téléphone. Et donc, ne dites pas des choses comme si vous les ignoriez. C'est pas bon. Ça, c'est un. Deux, vous avez cité ce qui se passe dans l'extrême nord avec Boko Haram, à l'est, les réfugiés venant de la RCA, au sud-ouest, au nord-ouest. Mais la première question que nous devons nous poser est de savoir pourquoi et comment en sommes-nous arrivés là? Il faut chercher les causes. Et le président m'avait demandé, Garga, cherchez-nous les racines. Autant il veut connaître les racines, autant nous devons chercher les causes de ces situations. Et non béatement les citer à chaque tournant. Alors, quelles sont les causes? Parmi celles qui nous arrivent, j'étais dans le nord-ouest et le sud-ouest, la constitution de 61 m'a été récitée une fois. Parce qu'il s'accroche à certains articles de cette constitution. Et je peux vous dire, ce n'est pas un secret, hier et aujourd'hui, les anglophones sont déjà à New York. Ils veulent aller aux Nations Unies, révéler le contenu de la Constitution de 61 qui un peu lie les Nations Unies. Il y en a deux, j'ai eu deux appels et je leur ai dit, ce n'est pas le moment, on ne fait pas les négociations pendant la guerre. C'est après la guerre qu'on fait les négociations. Et pour cela, il faut arrêter ce qui se passe. Que ce soit la subversion, que ce soit le maquis, qu'on arrête ça. Et parmi ces choses, j'ai quand même tenu à dresser un rapport à l'attention du chef de l'État. J'ai oublié d'écrire à la haute attention. Bien. Je lui ai envoyé mon rapport et je lui ai fait 5 propositions. Sur les 5, il a réalisé 4. Il reste une seule. C'est la réunion que les autres appellent commission paritaire, joint committee. C'est celle-là, celle qui reste. C'est-à-dire à l'instar de ce qui était arrivé lors de la tripartite. Voilà ce qu'il réclame. Et c'est la seule chose que le président n'a pas encore, et je sais qu'il en donnera suite. Attendez, je vous donne les raisons qui sont déjà sur toutes les places publiques. Après, on a parlé de la caution de 96. Comment peut-on modifier une caution, parler de la décentralisation et on s'assoit là-dessus comme si on les trompait? C'est pas bon. Ça nous dégrade. 3. Les gens parlent trop d'alternance et parfois même de l'âge. Moi-même j'en ai, mais mon grand frère est devant moi de 12 ans. Alors, donc, il parle de l'âge. Ça, c'est les petits jeunes là, les nouveaux venus qui disent ça.
Parce que, et puis, l'âge n'est jamais un signe de compétence. D'ailleurs, je dirais même le contraire. Ça risque d'être un signe d'inexpérience. Peut-être d'intelligence, oui. Mais l'intelligence, chacun en a jusqu'à présent. Et le troisième, c'est la durée. Depuis 1982, nous avons le même président. Voilà. Or, chez vous, quand votre cuisinier vous prépare toujours la même sauce, vous finissez par lui demander est-ce que c'est une ordonnance médicale. Là aussi, c'est la même chose. Alors, tous ces éléments, évidemment, nous éloignent du déclenchement de cette crise le 10 octobre 2016, professeur Famdongo, avec les revendications corporatistes. Il y a un certain nombre d'éléments, il y a un certain nombre de mesures, un train de mesures qui ont été mises en œuvre pour répondre à ces revendications corporatistes. On n'aura peut-être pas le temps ce soir de les citer toutes. Vous-même, vous êtes l'un des acteurs de la mise en œuvre de ces mesures. Mais paradoxalement, au fur et à mesure que le président Paul Biya apporte un certain nombre de réponses et aux revendications corporatistes, en allant même au-delà, en apportant des réponses politiques, paradoxalement, la situation n'a cessé d'empirer sur le terrain. Alors, du coup, je voudrais vous demander, est-ce que vous avez le sentiment que le gouvernement est vraiment allé au bout des solutions que vous pouvez apporter pour mettre fin à cette crise qui perdure? Merci. D'abord, je voudrais préciser qu'il ne s'agit pas d'une crise. Le mot crise, l'étymologie du mot crise est extrêmement névralgique. La crise, c'est la paralysie. Vous voyez, la paralysie de l'État, la paralysie du système. Or, le Cameroun n'est pas paralysé. Le Cameroun vit. Et si tant est qu'il y ait eu crise, certains ressortissants du nord-ouest et du sud-ouest ne vivraient pas en parfaite synergie ici, à Yaoundé, à Douala, à Bafoussam, à Ebolova, à Bertoua, à Garoua, à Maroua, en parfaite synergie avec ceux qui sont nés dans les autres régions. Donc il n'y a pas de crise. Il y a tout simplement une question anglophone. C'est la question anglophone. Ce n'est pas la crise. La question anglophone est soulevée à l'heure actuelle par une infime minorité. Quand nous disons les anglophones demandent ceci, ce n'est pas vrai. On devrait dire des anglophones, pas les. Des anglophones demandent ceci. Et des anglophones, qui est un partitif, des anglophones devraient être en réalité très réduits. Un groupuscule d'anglophones demande la sécession. D'aucuns, évidemment, demandent le fédéralisme. Mais la réponse du président Paul Biya, c'est un État unitaire décentralisé. Je crois que c'est clair, c'est net. Alors, au départ, c'était effectivement des revendications corporatistes, des enseignants et des avocats. Les problèmes ont été résolus après plusieurs descentes des membres du gouvernement concerné à Bamenda, fait d'ailleurs relativement inédit dans notre histoire. Le gouvernement s'est déplacé à Bamenda, 5 ministres se sont déplacés 3 fois. Et chaque fois que nous étions sur le point de signer la levée de la grève, on nous ajoutait d'autres conditionnalités rédhibitoires. Et ce qui faisait donc que, évidemment, nous ne pouvions pas signer. Et nous avons donc compris qu'il y avait un agenda caché. L'agenda caché, non pas de tous les anglophones, pas du tout, mais d'une minorité de ressortissants du sud-ouest et du nord-ouest, une infime minorité. La revendication, c'était donc, à l'époque, ça a certainement glissé, à l'époque, c'était cette fameuse sécession. Mais je me demande dans quel état au monde on a pu accepter la sécession. Aux États-Unis, on ne l'a pas accepté. En France, en Grande-Bretagne, personne ne l'accepte. Donc la sécession, par essence, est contre la Constitution. Parce que la Constitution parle d'un État unitaire décentralisé. Et je voudrais rappeler aux jeunes que le 20 mai 1972, il y a eu un référendum. Donc le peuple a choisi la forme unitaire de l'État. Voilà la situation à l'heure actuelle. Et c'est une situation essentiellement démocratique, puisque le référendum est le modèle le plus démocratique, puisque tout le peuple se prononce relativement à une question oui ou non.
Alors, Monsieur le ministre, tout le monde parle de dialogue. Le gouvernement lui-même est à l'œuvre dans ce dialogue à travers, évidemment, les missions dont vous parlez, à travers la commission pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme, à travers un certain nombre d'émissions, à travers des interactions qui sont quasiment quotidiennes. Il y a eu plusieurs initiatives, dont on ne saurait parler des déserts d'initiatives dans le cadre du dialogue. Mais il n'empêche, il y a une nouvelle initiative qui a surgi dans l'espace public. C'était une initiative du cardinal Toumi et qui, le 25 juillet 2018, à Douala, lors d'une rencontre avec la presse, donc, a soumis cette proposition d'une conférence générale anglophone qu'il convoquerait les 29 et 30 août prochains. Par la voix du ministre de la Communication, le gouvernement a répondu par un 8 mai. Oui, mais en rejetant les conditionnalités qui sont posées par le cardinal Toumi, qui, entre autres conditionnalités, il y a la libération de toutes les personnes, la fin des poursuites judiciaires contre toutes les personnes interpellées dans le cadre de ces événements et la cessation immédiate des échanges de coups de feu, je n'ose pas parler de guerre, entre les belligérants, ce qui, évidemment, a heurté le gouvernement qui pense qu'on ne peut pas mettre sur le même pied d'égalité une armée républicaine et régulière et des terroristes qui violent et qui tuent. Et du coup, on ne sait plus où est-ce qu'on en est. Qu'est-ce que vous pensez de cette initiative? Mais nous sommes évidemment pour le dialogue. Naturellement, le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, est pour le dialogue. Il a d'ailleurs toujours implémenté ce dialogue sous plusieurs formes. Lui-même est un homme de concertation, de dialogue. Vous le savez très bien, c'est un libéral, un démocrate libéral. Mais, vous l'avez très bien dit, les conditionnalités, nous pourrions également dire les prérequis ou bien les préalables sont inadmissibles dans une démocratie, dans un État qui se veut une république. La démilitarisation, d'abord il n'y a pas de militarisation de l'État. Les régions du sud-ouest et du nord-ouest ne sont pas militarisées. Les forces de l'ordre, de sécurité et de défense assurent leur travail normal. Le travail normal, c'est quoi? Garantir la paix et la sécurité des personnes ainsi que des biens et préserver l'intégrité territoriale. Alors, dans le respect des droits de l'homme, voilà ce que font les forces de l'ordre et les forces de sécurité et de défense. On ne peut donc pas parler de militarisation et, par voie de conséquences, on ne peut pas parler de démilitarisation puisqu'il n'y a pas de militarisation. On ne peut parler de démilitarisation que s'il y a au départ militarisation. Donc ça, c'est inadmissible. On ne peut pas demander à l'armée ou à la gendarmerie, à la police et à toutes les autres forces, et même au comité de vigilance, de baisser la garde pour que les bandits de grand chemin viennent violer, piller, voler, incendier, intoxiquer, intimider, ainsi de suite. Deuxième chose, la libération de ceux qui ont porté atteinte, n'est-ce pas, aux lois et règlements de la République. On ne peut pas libérer comme ça tout de go ceux qui ont porté atteinte aux lois et règlements de la République, parce que le Cameroun est un État démocratique, c'est une République qui a ses lois et nul n'est au-dessus de la loi. Libérer ces gens-là qui ont tué, qui ont pillé, qui ont incendié, qui se sont même attaqués au drapeau de la République, qui se sont attaqués aux emblèmes de la République, qui se sont attaqués à de paisibles citoyens qui ne demandent qu'à vivre dans la quiétude et à vaquer tranquillement à leurs occupations. Libérer ces gens-là serait une intrusion intempestive de l'exécutif dans le judiciaire. Car comme vous le savez, le judiciaire est indépendant de l'exécutif. Le président de la République est là tout simplement pour garantir l'indépendance de la justice. Alors il ne peut pas le faire parce que ces gens-là ont enfreint les lois et règlements de la République. On parle également, paraît-il, de l'amnistie, ce qui sera encore plus grave. C'est-à-dire que vous avez commis une faute, on vous libère bien sûr, mais vous êtes amnistié, c'est-à-dire que toutes ces fautes sont ignorées, sont complètement évacuées. Vous voyez que ce sont des prérequis
qui sont des prérequis gravissimes. Alors, je voudrais également ajouter que, je m'excuse, quand on parle d'anglophone, il faudrait que les choses soient claires. Selon l'étymologie grecque, anglophone, c'est celui qui parle l'anglais, parce qu'il y a le suffixe phoné, qui veut dire le son. Donc, anglophone, ce n'est pas nécessairement celui qui est né dans le sud-ouest, qui est né dans le nord-ouest. Parce que justement, anglophone. Dans l'initiative du cardinal Toumi, ne sont admis qu'à cette initiative que, précise-t-il, ce dont les origines ancestrales sont liées aux 13 départements actuels du nord-ouest et du sud-ouest, ou alors ce dont les parents étaient établis dans le nord-ouest et le sud-ouest depuis le 1er octobre 1961. Mais là, il faut donc changer de nom, de mot. Si on prend le dictionnaire Larousse, anglophone ne peut pas vouloir dire, ne renvoie pas à un lexème qui est linguistique, qui est plutôt géographique. Ce n'est que linguistique. Nous savons très bien que la plupart de nos enfants sont à la fois anglophones et francophones, c'est-à-dire parlent couramment l'anglais et le français. Il y a donc déjà là un vice de forme au niveau de ceux qui devront prendre part à cette conférence. On reviendra à vous. J'aimerais entendre le président Gaga sur cette initiative du cardinal Toumi et des réserves qui sont émises par le gouvernement. Très bien. Je ne sais pas si le cardinal Toumi n'est pas en train de faire ce que je pensais qu'il ferait. Quand le président m'a envoyé dans ces zones-là, j'ai vu toute personnalité qui compte dans ces régions. Les folles, même le président du SDF, j'ai été à son domicile. Et j'ai été voir tous les folles. Et j'apprends que le cardinal Toumi est en train de faire une tournée diocésaine dans la région de Manfé. Pour ceux qui connaissent la région, je suis parti de Bamenda à 18h pour aller à Baliyonga, Widikoum, jusqu'à Manfé. Et j'arrive à 23h à Manfé, le cardinal n'était pas là, ils étaient encore en train de faire leur tournée. J'ai joué au gardien, je suis resté, ils sont revenus à 23h. Ils m'ont trouvé avec le monseigneur Cléda. Ils étaient tous là avec les hauts de forme qu'ils portaient. Et ils étaient surpris de trouver un gardien de l'église. Qu'est-ce qui se passe? Je dis, je voudrais vous voir, mon cardinal. On est entré de 23h à 2h du matin. Nous étions deux. Je lui ai dit, votre rôle, à la fois d'ecclésiaste, à la fois de personnalité réputée, de chrétiens éprouvés, vous invite à jouer un rôle. Je le lui ai dit, et nous n'étions que deux, mais j'ai les photos. Et nous sommes d'ailleurs photographiés réciproquement en jouant sur la nouvelle technique, ce que vous appelez le TIC. Alors, maintenant qu'il faut une commission de joint committee, une commission de négociation, et que personne ne sait qui viendra pour le compte de qui, je pensais que le cardinal Toumi les a réunis pour qu'entre eux, ils désignent ce qui viendrait pour ce que vous appelez dialogue, pour d'autres, la commission joint committee ou la commission paritaire. Je vais vous rappeler quelque chose. Nous avons connu, quand j'étais au gouvernement, les problèmes de conférence nationale souveraine. Et ça avait failli faire éclater la République. Moi, je m'étais permis d'écrire au président de la République. En tant que ministre, j'ai dit, je me dois de lui donner mon avis. La lettre lui est partie à 10h. À 16h, le directeur de cabinet, Laurent Esso, m'appelle. Il dit, tu viens tout de suite à la présidence. Je l'ai rejoint, il dit, le président a reçu beaucoup de conseils, d'avis, mais c'est la tienne qui le retient et il m'a dit qu'on travaille dessus. Voilà d'où est née la tripartite. Donc, ce qu'ils disent maintenant, ce que nous disons maintenant, c'est presque le dialogue qu'ils demandent. Au lieu que nous ayons à le dire à la télé, que nous leur disions face à face que ce que vous dites là ne tient pas pour telle raison.
Ils ont même demandé qu'une telle réunion n'ait pas d'agenda préconçu. C'est la réunion qui élabore sur place son agenda. Et on s'entend sur chacun des points. On en discute. Nous sommes tous des Camerounais et des responsables. Et personne ne veut que l'autre le quitte. Ça, je vous l'ai dit, j'ai été là-bas. Il y a 5% d'après les statistiques des traditionalistes. Il y a 5% qui sont pour la sécession. Mais même Aya Paul, qui en était le chef, je l'ai convaincu. Aya Paul envoyait sa famille chez moi. C'est moi d'ailleurs qui lui ai suggéré de demander pardon au président. Et il a demandé et le président l'a libéré avec d'autres. Parce que dans ma lettre, j'avais dit, tant qu'on n'a pas commis un crime de sang, monsieur le président, soyez souple. Et il l'a fait. Alors pendant ce temps, la facture humaine est lourde. Plus d'une centaine de nos vaillants soldats tués, parfois dans des conditions ignobles, des victimes civiles, des déplacés de l'intérieur, des exilés au Nigeria, on parle des derniers chiffres de 43 000. Tout cela reste évidemment à consolider, à confirmer. Qu'est-ce qu'on fait? Non, il faut que nous soyons simples. D'abord, il faut qu'on reconnaisse notre faute. La Constitution dit de 1996, nous allons créer des régions. C'est-à-dire une décentralisation régionalisée. De 1996 à aujourd'hui, il n'y a rien de fait. Ce n'est pas le président, c'est les ministres qui ont été en charge de ce travail que j'incrimine. Quand on est collaborateur, on doit faire son travail honnêtement et sincèrement. Oui, ils n'ont pas fait ce travail-là. Et les autres attendaient. À force d'avoir attendu et de n'avoir rien vu, ils ont cessé de nous croire. Et puis maintenant, qu'est-ce qui se passe? On ramasse de l'argent par ici, on cotise par là, soi-disant, pour leur envoyer. Non, on les transforme en mendiants, comme s'ils ont cherché à leur demander d'abandonner l'histoire de la deuxième étoile. Non, traitons-les comme des êtres intelligents, qui sont égaux à nous, et nous les appelons, nous discutons. Je connais un certain nombre d'entre eux. Il y a un dont je garde les propos. Il me dit, nous savons jusqu'où nous n'irons pas. Et c'est en français qu'il me l'a dit. Alors vous venez de faire l'allusion, sans peut-être le dire, au plan d'assistance humanitaire d'urgence qui connaît un véritable engouement de par la nation et qui est la traduction d'un élan de solidarité nationale, monsieur le ministre. Oui, j'aimerais d'abord revenir sur ce que vient de dire, si vous le permettez. Mon grand frère, le ministre Garera, rien n'a été fait depuis 1996. Non, c'est faux. En fait, c'est faux. Je le dis, mais avec courtoisie. Oui, c'est toute la vérité. Puisqu'il y a eu le Sénat en 2013. Oui, c'est bien ça. En 2013, le Sénat a été... C'est la charrue avant les bœufs. Bon, mais c'est quand même un fait. On peut commenter le fait, mais les faits sont têtus, comme nous le savons. Donc, il y a eu le Sénat. Il y a également les communes, qui sont effectivement des structures décentralisées. Et vous savez qu'il y a eu depuis la colonisation. Oui, mais vous savez qu'il y a eu un transfert de fonds vers les communes. Il y a quand même un processus. 700 milliards de francs CFA transférés qui ont été de ce transférés. septennat. Alors, c'est quand même aux communes. Ce sont quand même là des faits. Pour faire quoi? Alors, bien on sûr. n'a pas défini les rôles des organes décentralisés. On n'a pas défini leur pouvoir. Et c'est comme si c'était l'aumône qu'on leur faisait. Non, on doit fixer un objectif et cet objectif doit correspondre au montant qu'on a transmis ou qu'on doit transmettre. Mais là, on joue comme un jeu d'enfants et puis on dit les maires. Et après, on apprend que ces maires-là sont à Kodengui. Mais ce travail a été fait par, à l'époque, le MINAT. Et maintenant, il sera fait par le ministère en charge de la décentralisation et du développement local. Mais il se faisait déjà avec le MINAT. Oui, je sais qu'il a créé l'indice de répartition, ce qui était excellent. Oui, donc il y a un processus qui est amorcé. Alors, monsieur, je vous donne quelques chiffres. Alors, 63 compétences transférées,
aux communes, plus de 700 milliards de francs CFA au titre des transferts de compétences et de ressources au cours de ce septennat. 4% des ressources du PIB transférées aux communes. Les communes en veulent 10%, mais on en est à 4%. Et ça, ce n'est pas les anglophones. Pour dire quand même que des choses ont été faites, mais ce n'est pas suffisant. C'est un processus. Un processus n'est jamais terminé. C'est un peu la toile de Pénélope. C'est-à-dire le processus n'est jamais terminé. On commence, on continue, et ça veut dire que rien n'a été fait depuis 1996. Je crois que là, il s'agit d'un abus de langage. Et naturellement, je comprends bien le ministre Garga qui doit grossir les traits, n'est-ce pas, pour faire passer son message. Mais nous, au niveau du RDPC, nous disons que le processus a été enclenché et nous savons qu'il se poursuivra. D'ailleurs, la création du ministère de la décentralisation et du développement local augure bien d'un avenir encore plus radieux. Alors, vous m'avez posé une question sur l'élan de solidarité. Oui, que le président... Oui. Mais nous n'avons pas un ministère des Affaires sociales et de la solidarité. On cueille les gens sur la route et on dit on va envoyer aux anglophones comme si c'était des misérables. Ils ne le sont pas. En tout cas, ils ne sont pas moins misérables plus misérables que nous. Dans toutes les situations qui se posent, prenons le plan Marshall après la Deuxième Guerre mondiale. La Deuxième Guerre, yes. Alors, il y a eu le plan Marshall. Pourquoi? Parce que les États que nous connaissons tous avaient des problèmes économiques, sociaux et culturels. Il y a eu donc ce grand plan Marshall. Et chaque fois... À la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Oui, c'est normal. Mais donc, ici, ce n'est pas fini. Le plan devait être fait parmi les conditions à poser lors de la fameuse conférence, le fameux dialogue. Pourquoi attendre ce qu'on peut faire dans l'immédiat? Le président de la République a constaté qu'il y avait des maisons incendiées. On ne peut pas nier que certaines maisons ont été incendiées, qu'il y a eu il y a des problèmes. Il faut donc résoudre les problèmes. C'est la raison pour laquelle il a créé ce plan d'action d'urgence humanitaire. Comment dire non lorsqu'il s'agit d'un programme humanitaire? Vous savez que notre régime est un régime humaniste qui place l'homme au cœur de tout. Et quand l'homme a des problèmes, il est tout à fait normal qu'il y ait cet élan humanitaire. On ne peut pas dénigrer ce qui est positif. Non, monsieur le ministre, n'entourons pas les choses avec des gros mots. Et nous sommes face à face. Nous sommes toujours bien considérés. Les régions souffrent chacune d'une chose ou d'une autre. Quand l'extrême nord, le grand nord n'avait pas d'université, j'ai osé me rendre dans votre bureau et je voulais signaler dans l'intérêt de la nation et même dans l'intérêt du régime. Et vous m'avez donné votre accord de principe, mais ça ne peut pas s'étendre. Par la suite, j'ai constitué une délégation, Baskouda, Soudakula, et nous sommes allés vous voir. Vous avez résolu le problème après l'accord du président. Il a fallu soulever le problème pour que ça soit réalisé, c'est réalisé. Ce n'est pas un processus qui a fini par aboutir à l'université. C'est parce que l'État a su qu'il y avait un besoin réel et il a fallu des gens courageux ou bien idiots pour aller vous voir et heureusement que vous avez accepté de remplir votre mission. C'est la même chose ici. Il faut que la Constitution de 1996 devait être exécutée. Et le Sénat, quand on crée la décentralisation, c'est pour que les organismes décentralisés inférieurs, notamment les communes et les conseils régionaux, soient supervisés par le Sénat. Dites-moi qu'est-ce que le Sénat fait sauf corriger les virgules des projets ou des propositions de loi envoyées par l'Assemblée nationale. Alors que si les régions étaient ou administrativement ou politiquement décentralisées, nous n'aurions jamais eu ce problème et le Sénat aurait été utile. Je vous signale d'ailleurs dans l'ADD, vous avez dit, j'ai cherché à tisser. Non, nous parlons en tant que Camerounais. Je ne vous reconnais pas comme RDPC ou moi ADD. Nous sommes ministres, anciens ministres, c'est ça. Donc le Sénat ne fait rien. Pour le moment, je vous jure, le Sénat ne fait rien. Il ne sert à rien.
Oh là là. Mais je vous le dis. Ça me semble quand même outrecuidant. Vous savez qu'il n'a pas, pas le dernier mot. Parce que quand il y a ce qu'on appelle la navette parlementaire, le projet ou la proposition de loi retourne en dernier lieu à l'Assemblée nationale, dont le vote valide ou ne valide pas ce que le Sénat a fait. Non, il est inutile. En tout cas, moi, je l'ai dit, puisque dans mon programme, il n'y a pas de Sénat. Bon, c'est votre point de vue. Oui, c'est un ensemble de points de vue que nous échangeons. Bien sûr. Alors parlons quand même, Monsieur le ministre, insistons quand même sur le deuxième, ce qu'on appelle le deuxième échelon de la décentralisation. D'accord, ce serait exagéré de dire que rien n'a été fait. Il y a un processus qui a été lancé, il y a un certain nombre de ressources, de compétences qui ont été transférées. Mais le deuxième échelon de la décentralisation qui s'appuie sur les conseils des exécutifs régionaux, qui sont présentés comme la clé de voûte de l'architecture de la gouvernance locale, est-ce qu'on peut s'attendre à ce que le prochain septennat, si le président Paul Biya est réélu, ou si Gargaye est élu, qu'il passe à ce deuxième échelon? Oui, bon, disons si... avec la mise en place des régions, ce qui va au demeurant décongestionner Yaoundé. C'est notre champion. Parce qu'on en est à ce que tout converge à Yaoundé. Il y a donc cette coagulation et des intérêts et des ambitions. Et de tout. Alors, je vous ai parlé... Des raisons de corruption. Oui, je vous ai parlé d'un processus. Pour le processus, on part d'un point A vers un point B, vers un point C, D, jusqu'à Z. Nous sommes en train d'élaborer ce processus. Il est tout à fait logique et normal que dans un avenir proche, évidemment, si notre champion est élu, ce que nous souhaitons très sincèrement. Ou moi, je ferais mieux. Alors, oui, bon, ça c'est votre point de vue. Le mien est que notre champion, le président Paul Biya, soit élu et finalise donc ce processus avec les conseils régionaux, les assemblées régionales. Je crois que cela va de soi. À mon avis, c'est une évidence. Est-ce que les plaintes et complaintes des maires vous parviennent quand vous êtes réunis en conseil de cabinet comme il y a quelques jours? Est-ce que entre deux points formels, est-ce qu'à l'ordre du jour, il vous revient que certains maires accusent certains membres du gouvernement de ne pas jouer suffisamment le jeu, que le président, lui, il est avant-gardiste, il est visionnaire, mais que derrière, ça ne suit pas toujours? Vous-même, vous avez parlé du transfert. Vous avez cité un chiffre quand même colossal. Cela prouve que, certes, le président de la République donne les grandes orientations, c'est normal, c'est son rôle. Et puis, les ministres, le chef du gouvernement, son excellence Philémon Yang, coordonnent tout cela au niveau gouvernemental. Et les ministres mettent en activité, mettent en action ce processus. D'ailleurs, il y a un conseil national de la décentralisation qui a siégé aujourd'hui même, et qui a donné également des directives que vous avez tous suivies. Avec de très bonnes nouvelles. Qui sont des directives avant-gardistes. Notamment la prise en compte des plans communaux de développement. Voilà, ce qui prouve donc que notre champion, le président Paul Biya, va nécessairement mettre en œuvre. Ça vous rassure, ça, cette finalisation, président? Non, puisqu'il fait ce qu'il dit et il dit ce qu'il fait. Oui, laissons-le tranquille, parlons-nous ici. Mais je ne peux pas le laisser tranquille puisque c'est lui notre champion, c'est lui le président de la République. À ce moment, je me permettrai de baisser le ton, mais je dirai la vérité. Vous venez de dire quelque chose, que tout converge vers Yaoundé. Vous l'avez dit tout à l'heure. Or, qu'il y ait une réunion de décentralisation ou non, qu'on ait débloqué 700 milliards avec une méthode. Mais c'est toujours la centralisation excessive. Non, tout ne contrôle pas, ne converge pas. Une loi peut fixer tout ça, et puis ce n'est que le ministre concerné qui exécute. Mais il faut se réunir, que le Premier ministre s'abaisse au niveau des communes, alors que l'autorité des tutelles même, dans la régionalisation, mes frères anglophones ne veulent pas en entendre parler. De quoi? L'autorité de tutelle, c'est-à-dire que l'État le préfet à maison attrapant toutes les régions pour contrôler. Non, une décentralisation, c'est une responsabilisation. Et les bénéficiaires de cette décentralisation doivent faire pour le mieux pour leur région. Il y aura même une sorte de rivalité, de concurrence, et c'est sûr que le pays se porterait mieux. Ceci, c'est dans notre intérêt à nous tous. Oui, de Bolova à Maroua. Je voudrais dire deux choses. Un, l'État n'est pas le grand Satan.
L'État n'est pas le grand Satan. L'État a un rôle régalien, un rôle de régulation, de contrôle, de supervision, d'orientation. Et cette décentralisation est déjà effective. Les maires gèrent plusieurs crédits à l'heure actuelle. Avant l'indépendance, c'était comme ça. Mon beau-père et mon instituteur étaient maires de Marois. Mais avant l'indépendance, les sous-préfets étaient administrateurs. Les sous-préfets, avant l'indépendance, il y avait des sous-préfets, administrateurs, maires et ainsi de suite. Oui, les communes mystérieuses. Mais ça a changé. Actuellement, les maires sont élus démocratiquement et ils gèrent effectivement. Moi, j'ai le maire de chez moi, Ebolova deuxième, qui gère les crédits. Mais gérer les crédits, c'est pas ça la finalité. Alors, monsieur le ministre, longtemps d'ailleurs, vous parlez de ces crédits que les maires géraient. Longtemps d'ailleurs, ils géraient aussi une grande frustration de ce que parfois le budget d'investissement public ne tenait pas compte du programme, du plan communal de développement. Parfois, il arrivait qu'ils reçoivent, pour ainsi dire, sur la tête une école, un forage, un endroit où il y avait déjà une école ou un forage. Mais depuis ce mardi, le Premier ministre chef du gouvernement a instruit au thème des travaux du Conseil national de la décentralisation que dès le 1er janvier, que ce soit les maires eux-mêmes qui effectivement décident sur la base du plan communal de développement des différents projets. Il y a là une évolution qu'il faut certainement... C'est le processus qui avance. Alors, dans un instant, nous allons parler de la gouvernance, un thème cher au président Garga, surnommé dans une autre vie chasseur de baleines. Et cette crise révèle également en creux, on l'a dit, certains analystes l'ont dit, également quand même de quelques efforts de gouvernance et de bonne gouvernance à parfaire. On parlera de bonne gouvernance dans un instant, mais je propose tout d'abord un entracte, le match des électeurs, avec deux électeurs, je devrais dire deux soutiens de poids des deux candidats, le candidat Paul Biya, le candidat Garga. L'un est ministre, Jean-Claude Bouenchou, l'autre est un hiérarque de l'ADD, Aminou Amadou. Ils justifient leur choix, leur soutien à ces deux candidats respectifs. C'est mon choix. Par rapport à son programme, M. Gargam Manadji va beaucoup apporter aux Camerounais. Il y a les jeunes qui n'ont pas eu de boulot. Quand M. Gargam Manadji sera à la tête de notre pays, les jeunes ne seront pas désœuvrés. Deuxièmement, M. Gargam Manadji va libérer tous les chefs traditionnels. Les chefs traditionnels ne seront pas les auxiliaires de l'administration. Monsieur Gargam Manadji est prêt de changer, c'est-à-dire notre pays, vu ses relations à l'extérieur, parce que Monsieur Gargam Manadji est connu presque, c'est-à-dire dans tout le monde entier. Monsieur Gargam Manadji pourra apporter un plus à notre pays. C'est l'homme de la situation, de par effectivement son état de service à la tête de notre pays. Je pourrais m'appesantir sur le secteur dont j'ai la charge quand vous regardez ce qui a été fait. Les derniers en date, c'est dans le cadre du plan d'urgence triennal pour la croissance et l'emploi. Le volet voirie a eu 100 milliards de francs CFA pour réaliser autour de 50 km de voirie, assainissement dans les deux grandes métropoles que sont Yaoundé et Douala. Nous devons également citer tout ce qui a été fait dans le cadre des cinquantenaires de la réunification et de l'indépendance, voire de l'armée, aussi bien à Buea, à Limbe, à Douala, à Yaoundé, à Garoua, à Bamenda. C'est visible, c'est palpable. Je citerai également tout ce qui est en train d'être fait en matière de voies d'accès, de voies de contournement dans le cadre des préparatifs de la CAN. C'est des centaines de milliards. Aussi bien
dans les villes de la CAN que les villes périphériques. Je dois également parler des logements. Les logements, dans le cadre du plan, du programme gouvernemental des logements, avec la première phase de près de 2000 logements qui sont pratiquement achevés. Nous avons également, sous fonds de l'État, nous avons également des projets avec la coopération chinoise qui vient de s'achever depuis le début de l'année. 1520 logements réalisés, n'est-ce pas, à Douala, à Yaoundé, à Limbe, à Saint-Milima, à Bamenda, à Bafoussam, réalisés, achevés. Il ne faut pas laisser des grandes choses, des grands projets aux mains des amateurs. Le président Paul Biya a de l'expérience. J'organise des réunions et je vais, c'est-à-dire sur le terrain, pour rencontrer les militants et les sympathisants, pour leur dire que ne baissez pas les bras, n'attendez pas qu'il y ait les élections avant de vous mouvoir. Allez-y partout pour réveiller, c'est-à-dire nos militants et nos sympathisants, pour qu'ils soient éveillés le jour venu, qu'ils ne soient pas perdus. C'est la troisième fois que M. Garga Manaji se présente à l'élection présidentielle. Et chaque fois qu'il y a, c'est-à-dire les élections municipales et législatives, nous sommes avec M. Garga Hamman Hadi. Toutes les agitations que vous voyez, c'est de surface. Nous sommes sur le terrain. Il n'y a pas de tribalisme qui vaille dans les élections présidentielles. Il n'y a pas de place pour ceux qui veulent utiliser la tribu pour avoir quelques voix. C'est pas possible. Et je voudrais également vous dire que l'Ouest est également soucieuse et très vigilante de ce qui se passera en dehors de son périmètre territorial pour que le 7 octobre, il n'y ait pas d'erreur. Nous avons un candidat, il n'y en a pas deux. Le chef de l'État, le président Paul Biya, a toujours été le candidat de tout Camerounais conscient de l'avenir de ce pays. Nous voulons le redire haut et fort, il n'y aura pas d'erreur. C'était le match des électeurs, de quelques électeurs qui comptent dans cette rubrique C'est mon choix. On revient au fil rouge de ce face-à-face entre le ministre Jacques Famdongo et le président Garga sur la quête d'un meilleur vivre pour tous les Camerounais. On parlait donc, j'annonçais cette problématique de la bonne gouvernance. Le 3 novembre 2011, du haut du perchoir à l'Assemblée nationale, le président Paul Biya prêtait serment et dans son discours d'investiture, il a lancé un concept, la République exemplaire. Monsieur le ministre, 7 ans après, quasiment, est-ce que l'on peut être fier de l'accompagnement que les hommes du renouveau ont apporté au président pour mettre en œuvre cette République exemplaire dans tous les segments de la vie nationale? Bien sûr, on peut être fier. Évidemment, dans le métier de journaliste, lorsque 99 trains arrivent à l'heure, ce n'est pas une nouvelle. Mais lorsqu'un train arrive en retard, évidemment, c'est une nouvelle. Alors, évidemment, beaucoup de choses se sont faites dans tous les domaines, la diplomatie, l'administration, la sécurité, l'économie, les universités, le social. La République exemplaire, l'égalité de tous. Bien sûr. La justice sociale. Alors,
comme vous le savez, l'égalité de tous, c'est une asymptote, c'est-à-dire que l'égalité des chances. On tend vers l'égalité des chances. On donne des chances sociale, à tout un chacun pour que les uns et les autres puissent... le respect de la chose publique. Bien sûr, mais nécessairement, comme dans tous les pays du monde, il y a des brebis galeuses. Et ces brebis galeuses sont aux mains de la justice, pouvoir indépendant, pouvoir judiciaire indépendant. Et ces brebis galeuses sont évidemment châtiées selon les lois et règlements de la République. Mais n'oublions pas qu'il y a des hôpitaux généraux, il y a des aéroports internationaux, il y a des routes bitumées, il y a des universités. Lorsque le président Paul Biya arrive au pouvoir, il y a une seule université au Cameroun. Aujourd'hui, nous savons qu'il y en a 8. Donc, en fait, les choses évoluent. Avant, il n'y avait pas de lycées dans les villages. Aujourd'hui, nous avons des lycées dans des villages. Il n'y avait pas d'hôpitaux de lycées. Il y en a maintenant presque partout. Et si on revenait sur la République exemplaire? Alors, mais la République exemplaire, c'est une République où les lois et règlements de la République s'appliquent. Quand vous agissez bien, naturellement, vous ne pouvez pas aller en prison. La justice ne peut pas s'occuper de vous. Mais quand vous êtes en train de violer la réglementation en vigueur, ou bien les lois de la République, il est tout à fait normal que le pouvoir judiciaire s'occupe de vous. Mais n'oubliez pas que la sanction n'est pas que négative. La sanction est également positive. C'est la raison pour laquelle je peux dire avec certitude que plusieurs fonctionnaires, plusieurs agents de l'État travaillent bien, travaillent très bien. Sinon, le Cameroun serait à feu et à sang. Le Cameroun serait entièrement paralysé. On ne pourrait aller ni à Bafoussam, ni à Douala, ni à On ne peut pas faire mieux? Toute œuvre humaine est parfaite. Toute œuvre humaine est parfaite. Aucune œuvre humaine n'est parfaite. Et nous tendons toujours vers la perfection. Comme disait Lamartine, l'homme est un ange déchu qui se souvient des cieux. C'est-à-dire, nous sommes toujours plus ou moins déchus, mais nous faisons mieux pour améliorer l'existant. Alors, exemplaire, oui, dans la mesure où des efforts sont faits dans tous les domaines de compétences pour que les Camerounais soient à l'aise. Monsieur le Président. Oui, j'ai entendu, je ne suis pas journaliste, mais je vous ai vu hocher la tête parce que c'est les b.a.-ba du journalisme auquel le ministre faisait allusion. C'est le verre à moitié plein ou à moitié vide, ou le mort kilométrique. C'est de cela, en fait, qu'il évoquait. C'est un journaliste de renom. Bon, ça, est-ce que la République est exemplaire? Ça, c'est le souhait du président. Maintenant, est-ce qu'on a fait pour qu'elle le devienne? Non. Allez en prison, à Kodengui. Combien de ministres sont là-bas? Est-ce que c'est ceux-là qui peuvent faire du Cameroun une république exemplaire? Des ministres qui n'ont pas honte de voler. Si elle était si exemplaire, comment Garga a-t-il pu créer une ONG de lutte contre la corruption et que cela se réveille l'État 8 ans plus tard pour créer la CONAC? Heureusement, on m'a demandé d'être là-bas. Et je l'en remercie. Mais le travail est bien fait là-bas? Non, il n'est pas bien fait. Au départ, j'avais dit qu'on mangeait les biscuits, mais aujourd'hui, on n'a ni biscuits ni travail. Ça ne vaut rien. Sinon, ça ne vaut rien. Sinon, grave, ce que vous on ne dites là. peut pas travailler pendant 11 ans et la corruption continue. Moi, je sais ce que je vis. Je sais ce que j'ai vu. Vous avez suivi le rapport sur l'état de la lutte contre la corruption au Cameroun, lu à l'hôtel Hilton. Alors, le dysfonctionnement, c'est à quel niveau? 1,642 milliard détournés, non pas dans la poche des gens. C'est-à-dire, on exonère. Tu importes des véhicules, des carreaux, tu es commerçant, tu es sokada, on importe et on se débrouille en disant je vais te donner tant, même moi en exonération. Et on exonère. Le total d'exonération sur la petite période que j'ai contrôlée, c'est 1,642 milliard. Et au même moment, le ministre des Finances lançait un emprunt de 1,5 milliard, lequel emprunt était assujetti à des intérêts à payer en plus. Alors, où est-elle exemplaire? Alors, si vous êtes président, qu'est-ce que vous allez faire pour mettre fin à la corruption? Mais il suffit que je sois président, la corruption finit toute seule.
Parce qu'on sait que je ne représente pas dans ce domaine. De manière mécanique? Non, de manière réaliste. Les gens sont réalistes, ils savent. Maintenant aussi, quand on parlait tout à l'heure des communes, j'ai contrôlé la communauté urbaine de Bafoussam. Tellement il a pris conscience de ce que je lui ai dit. Même s'il déplace une pierre au rond-point entre la BEAC et la communauté, il m'envoie un message. Comme si la mission continuait. Ça veut dire que la CONAC, je vous dis... Non, que feriez-vous donc pour mettre un terme à la corruption qui est rampante selon vous, malgré les efforts qui sont faits? Puisque je vous ai dit que ferais, j'ai déjà fait contrôler ça en tant qu'exécutant, n'est-ce pas? Mais c'est le bon exemple. Si le ministre ne vole pas, son collaborateur ne va pas voler. Si le ministre ne prend pas des commissions ou des rétro-commissions, il y a des ministres ici où leurs collaborateurs sont tels qu'ils savent qu'avec celui-là, on ne va pas aller à la SNH. Les gars travaillent nuit et jour. Vous avez entendu parler de détournement à la haine parce que Moudiki fait son boulot comme il se doit. Ça veut dire que c'est possible dans ce Cameroun de faire son boulot comme il se doit. Si je comprends bien, les ministres sont des satans incarnés. Non, vous récitez là, c'est-à-dire la notion de l'État. Je sais, l'État monstre froid, l'État Satan. Parce que vous prenez quelques cas. Vous parlez de Machiavel. Vous prenez quelques cas. Vous avez lu Machiavel. Et on généralise. Est-ce qu'on peut généraliser à partir de 2 cas, 3 cas? L'État n'est pas fait pour être mauvais. L'État est fait pour être le serviteur du peuple, de donner satisfaction aux aspirations du peuple. D'autant plus que l'État, c'est quoi? C'est vous et nous. On cotise, et comme dans les cotisations du quartier, et c'est cet argent qu'on appelle l'impôt ou les rentrées douanières ou le fiscal qui permet de donner à l'État les moyens d'action. Monsieur le ministre, quelle réponse vous allez donner à cette perception du grand public qui a l'impression, malgré les efforts qui sont faits, que ça reste parfois mitigé, cette lutte contre la corruption, parce que malheureusement, à chaque fois, il y a on va dire quoi, des wagons entiers, des hauts commis de l'État qui sont interpellés. Et des petits commis aussi. En prison. Oui, parce qu'on oublie qu'il y a aussi des petits commis tous les jours qui vont en prison. Il n'y a pas que les ministres, les DG, je vous ai dit, ça commence les par recteurs, et ainsi de suite. Les douaniers disent quand le poisson pourrit par la tête, le reste est fini. Mais la tête, c'est le président Paul Biya. Non. Mais oui, parce qu'on ne peut pas avoir... la tête, c'est le président Paul Biya. Non, d'abord, dans votre département ministériel. C'est lui le chef de l'État. Il n'est pas ministre de l'enseignement supérieur. C'est un peu donc pas être la tête, c'est peut-être le cou, ou bien les bras. Dès que vous parlez, on renvoie ça au président. Vous avez utilisé un mot. Vous avez utilisé un mot. Oui. La tête. Non, chef vient du caput en latin qui veut dire la tête. Vous avez lu Machiavel, je vous ai fait savoir que vous étiez en train de citer des passages, l'État Satan, c'est dans Machiavel. C'est connu même par celui-ci, je suis Mais pourquoi même par celui-ci, comme s'il était un ignare? Non, mais il est journaliste, j'ai parlé de mort kilométrique aussi. Alors donc, les efforts à faire pour la lutte contre la corruption, je crois qu'on peut le faire, mais tant que ces efforts ne sont pas assortis de sanctions le TCS, équitables. Il n'y a pas de TCS. TCS. Vous parlez de sanctions. Mais non, il faut pour saisir le TCS, il faut que le texte soit prévu. De consulter, moi, j'avais condamné des gens quand j'avais le pouvoir. Et des gens, l'un était même camarade de classe du président de la République et il m'a approuvé. Mais le texte de la CONAC ne prévoit pas que vous pouvez saisir le TCS. C'est des textes bidons. Moi, je crois qu'il y a un arsenal de dispositions réglementaires et législatives qui ont été prises. Et un travail colossal se fait au quotidien. Maintenant, il n'est pas exclu qu'il y ait quelques brebis galeuses. Et ce sont ces brebis galeuses qui alimentent donc l'imaginaire collectif. Et on généralise. C'est ce qu'on appelle en philosophie le raisonnement par induction. C'est-à-dire à partir d'un ou deux faits, on généralise et on dit l'État camerounais est pourri, tout est corrompu, on ne peut rien faire. Alors, ce que l'on pourrait dire, c'est que ce que je peux dire, c'est qu'on ne peut pas changer une société par décret.
Quand le président Paul Biya arrive le 6 novembre 1982, il popularise le binôme rigueur et moralisation. Oui. Et c'est ce binôme justement qui fonctionne. C'est Aïdjo qui l'a repris. Oui, bon, mais lui-même fut le premier ministre d'Amadou Aïdjo. Donc il n'y a pas de césure. Il ne faut pas donner les racines des choses. C'est oui, pas mais en termes de césure. Mais on aurait pu alors, ça peut aussi traduire que la corruption n'a pas commencé en 1982, si on parle bien. C'est Awana qui a fait créer le tribunal criminel spécial. Donc ça ne date pas d'aujourd'hui et on dit les bêtises volent, c'est faux. C'est Onana Awana qui a créé le TCS. On a seulement reproduit le Onana qui était Dokola. Le ministre Garga n'a pas répondu quand on lui demande qu'allez-vous faire concrètement pour mettre fin à la corruption. Il ne faut pas que ce soit un vœu pieux. Il ne faut pas dire oui, dès que je suis au pouvoir, immédiatement je mets fin à la corruption. Mais comment? Très bien. Voilà le problème. Alors, quand les rapports du CONSUPE arrivent et les rapports de la CONAC arrivent, je les fais étudier et je recherche la responsabilité de chacun et selon le degré de responsabilité, traduction au tribunal criminel spécial. Ce n'est pas ce qui se fait maintenant? Non, hélas, notre texte ne l'a pas prévu. Alors, messieurs, j'ai une question. Oui, à l'ère des réseaux sociaux, je vais vous répondre. À l'ère des réseaux sociaux, nous sommes là, c'est une société en conversation. Non, ici, c'est le ministre. Oui. Ici, c'est la dame, vous ne l'avez pas présentée. Oui, oui. Qui elle représente? Oui, elle s'appelle Catherine Toulou, elle est journaliste. Elle va relayer. Non, elle représente qui? Elle est journaliste à la CIATIV Télé. Monsieur le ministre, nous sommes en direct. Elle est journaliste à la CIATIV Télé. Elle va relayer le débat sur les réseaux sociaux. Les réactions sur les réseaux sociaux. C'est qu'elle va relayer. Vous m'avez invité plusieurs fois. Qu'elle aille le faire là. Oui, alors c'est dans le cadre de notre rubrique Followers. Et on va suivre donc ce qui se dit sur les réseaux sociaux dans nos sociétés en conversation. Followers. Va le faire là-bas. Non, moi je ne veux pas le mettre. Voilà le Cameroun. Je me lève, je lui cède ma place. Non, je ne veux pas de ça. On en a parlé. On va revenir tout à l'heure. On permet de poursuivre le fil du débat, le temps de régler. Moi, je me lève pas. Non, vous ne vous levez pas. Non, elle n'a pas le droit, elle n'a ni parti ni rien. Alors, elle représente qui? On va prier Catherine. Le DPC est représenté et le président est représenté. On va prier Catherine de se lever et on va revenir. J'ai compris les jeux. On va revenir au flux ici en plateau du direct, même si voilà, effectivement nous sommes à l'ère des réseaux sociaux et c'est une société en conversation. Le débat ne se limite pas à votre face-à-face. Il y a sur notre plateforme numérique que le débat se poursuit et on souhaitait que Catherine Toulou nous relaie ce que les Camerounais qui nous suivent de par le monde. Vous ne l'aviez pas dit avant, quand on fait une émission, on informe les invités. Non, je dit, monsieur le ministre, mais ce n'est pas le lieu pour... On l'a fait, monsieur le ministre, mais ce n'est pas le lieu ici pour en parler. Vous êtes candidat à l'élection présidentielle. Oui. Nous n'allons pas engager une querelle avec vous. Vous êtes notre invité. Et nous n'allons pas nous engager sur ce chemin-là. Bon, on va donc revenir, monsieur le ministre, même si on s'est privé là de l'abondante littérature, de l'abondant feedback que nous avons sur les réseaux sociaux, puisque vous êtes très très suivis ce soir. Et on aurait souhaité avoir effectivement ce que les Camerounais d'ici et de la diaspora pensent de notre débat, parce que nous suivons en presse select, il y a un certain nombre de tweets et de posts sur Facebook qui sont enregistrés. Et ce ne sera pas possible ce soir et on revient à vous. Et j'allais vous poser une autre question. Monsieur le ministre, ça a été évoqué tout à l'heure, la durée au pouvoir. Mais la durée, je ne comprends pas ce débat. Nous sommes dans une démocratie. Démocratienne, c'est le peuple qui commande. Ce n'est pas un individu, c'est-à-dire Jacques Famondongo dans sa chambre qui dit « je n'aime pas Paul Biya, il a 100 ans, il a 500 ans ». Non, c'est le peuple. C'est le peuple qui décide.
ce n'est pas un individu, fut-il le plus intelligent de la planète. C'est l'ensemble du peuple qui doit dire, le président Paul Biya est candidat, il a tel âge, nous le votons ou nous ne votons pas. Personne en démocratie, et je dis bien personne, n'a le droit de dire, parce que tu as 10 ans, parce que tu as 50 ans, tu ne mérites pas d'être candidat, ou bien parce que tu as 100 ans ou 90 ans. Ça n'a pas de sens au niveau de la démocratie, par essence. Parce que un homme qui a 90 ans ou 85 ans ou 80 ans peut avoir des idées géniales pour faire avancer la République. Et c'est le cas du président Paul Biya. Vous voyez comment le président Paul Biya a battu tous les autres candidats relativement aux ordinateurs. Le président Paul Biya a démontré qu'il était un président visionnaire, un président futuriste, parce qu'il a offert gratuitement des ordinateurs aux étudiants. Fait inédit à travers le monde. Aucun chef d'État ne l'a fait. Voilà donc des idées neuves, des idées futuristes qui sont portées par quelqu'un que l'on dit âgé. L'important, le débat que nous voulons, c'est un débat programme contre programme, vision contre vision. Qu'on nous dise que la vision du RDPC est caduque ou désuète ou obsolète, je vais donner immédiatement des arguments qui prouvent que notre vision, c'est la vision du futur. Paul Biya n'est pas un homme du passé, ni du présent, c'est un homme du futur. Et je suis prêt à le démontrer. Bien, je crois que M. le ministre fait sortir des choses qu'il avait dans la tête, parce que cette phrase qu'il vient de sortir, M. Mitterrand, vous êtes un homme du passé, signé qui Valéry Giscard d'Estaing. Cette phrase-là, elle n'est pas sortie gratuitement. Ça, c'est un. Deux, vous donnez des ordinateurs, ce n'est pas des cerveaux que vous donnez aux gens. Et puis ça, c'est une sorte de corruption de la jeunesse. Au lieu de créer des centres informatiques dans les universités. Alors je vous arrête parce que ce programme a 9 centres de développement du numérique universitaire qui sont créés. Actuellement, le centre de Yaoundé 1 est quasiment terminé. Celui de Yaoundé 2 est en pleine construction. Et cela va se faire dans toutes les universités d'État. Donc il n'y a pas que les ordinateurs arrimés au cloud de Microsoft, il y a aussi les centres de développement du numérique universitaire qui vont permettre aux étudiants d'être arrimés au cyberespace planétaire. Et pourquoi avez-vous commencé par les ordinateurs, puisque s'il y a un centre du numérique, tout ça sert à tout le monde. Mais l'ordinateur individuel, d'abord, vous avez oublié d'organiser des séminaires de formation. Parce qu'il ne suffit pas de s'armer d'un ordinateur. Vous en savez quelque chose? Moi, je peux vous dire qu'il y a effectivement des séminaires. Il y a effectivement... Après 2 ans de la décision, j'arrive avant le bœuf. Non. Dès que les ordinateurs sont arrivés, on a donné des directives pour que immédiatement... Monsieur le ministre, combien d'ordinateurs distribués à ce jour? 500. Ouf, on est déjà à près de 300 000. Hein. Les 500 000, on les attend quand? Et pour quelle production, on les attend, quel changement cela a-t-il apporté? Dès que nous aurons terminé, parce que nous sommes actuellement au niveau des instituts privés d'enseignement supérieur, nous avons terminé avec les 8 universités d'État et avec les grandes écoles tutorées par le ministère de l'enseignement supérieur. Après, maintenant, on a commencé. Dans un gouvernement, quand d'abord on réfléchit avant d'agir, et quand on agit, on fait une évaluation. Parmi les premiers bénéficiaires... Le président Paul Biya n'a pas réfléchi avant de donner les 500 000 ordinateurs. Mais c'est son offre, c'est l'offre du président. C'est vous qui êtes secrétaire à la communication. Mais non, c'est le président qui a offert les 500 000. Partez de votre poste, laissez-les être les responsables. Mais non, c'est ça qui gêne. On vous remet tout sur la tête. Est-ce un don ministériel? Non. Alors, 300 000 ordinateurs distribués à ce jour. Le président Paul Biya a réfléchi avant de donner. Alors, je vous pose la question sur l'échéance des 500 000. On arrive au bout quand? Je le connais. Monsieur le ministre, on arrive au bout du process quand? Il ne peut pas écrire son nom sur un ordinateur. Parce que ça devient la pub. Il n'est pas. Vous en êtes sûr? Mais je suis non, sûr. Je suis dubitatif. Il n'est pas le genre qui s'est fait de la pub, qui s'est bombé la poitrine pour dire c'est moi qui ai donné les ordinateurs. En êtes-vous sûr? J'en suis sûr et certain.
Bon, d'accord. Et si vous voulez, on demande l'audience tous les deux. Je ne voudrais pas aller plus loin. Ah bon? Mais je vous pose tout simplement une question. Oui. Hein? C'est une figure de style. Alors, monsieur le ministre, le style. 300 000 déjà distribués, 500 000 à quelle échéance, puisque c'est l'objectif? 500 000 dès que nous aurons épuisé tous les instituts privés d'enseignement supérieur, donc disons au plus tard en octobre. Alors, puisque vous parlez des ordinateurs, ça veut dire que ça concerne les jeunes. Monsieur le Président, quelle place les jeunes vont occuper? Mais je voudrais, avant qu'il ne continue, il a utilisé un mot absurde, corruption. On ne peut pas corrompre en donnant un ordinateur. C'est absurde la corruption. Bien sûr, on pas le décret du chef de l'État de mars 2007. Le président Paul Biya ne peut pas accorder des ordinateurs aux étudiants parce qu'il veut... C'est vous, c'est pas lui. C'est vous qui avez fait inscrire... Non, le président Paul Biya est irresponsable. Non, vous lui dites pas... Serait-il irresponsable? Vous avez oublié l'autre jour, vous vouliez... Ou naïf? Vous vouliez vous lui dire, le PB que j'ai écrit là, c'est bon. Non, vous a dit, partez de là. Le jour où vous lui tendiez la main, est-ce que vous êtes sûr? Il a vu que c'était trop. Est-ce que vous êtes sûr de ce que vous affirmez? Mais je n'affirme alors, pas, les jeunes, vu. Vous êtes sûr de ce que vous affirmez? J'ai dit, j'ai vu. Monsieur le ministre, quelle place pour les jeunes dans votre programme? Très bien. Dans le programme de l'ADD, il y a 3 parties. Il y a une partie hommes, parce qu'on oublie toujours les hommes. Il y a une partie femmes et il y a une partie jeunes. Et les jeunes de l'ADD, ça commence de 18 ans à l'infini. Les femmes de l'ADD sont à part. Il y a des présidents nationaux de chacun de ceux-là. Voilà comment est structuré depuis la cellule 5 x 3, le bureau d'enseignement 15 x 3, le bureau départemental 25 x 3, le bureau provincial, tous les lieux de... C'est bien structuré et je vous invite à lire. Ainsi pourrait devenir notre pays si vous ne l'avez pas fait, parce que j'ai vu que le gouvernement ne fait que le copier. Je n'ai pas honte de le dire. Dans le programme l'ADD, nous avons dit l'ordonnance 62 OF4 du 7 février 62 portant régime financier du Cameroun est obsolète, dépassé. Il faut le changer. Le livre est sorti en 2004. En 2007, Garga n'était pas encore président. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a proposé une loi à la hâte et on a modifié le régime financier de manière partielle. Si les choses changent alors que vous n'êtes pas encore président, je n'ose pas imaginer ce qui va se passer si vous devenez président. Cet élément fait à la va-vite qu'en 2009, ils étaient obligés de revenir, alors que de 62 jusqu'à 2007, ils n'avaient rien fait. Vous avez entendu parler le ministre des Finances en train de rançonner les gens, etc. C'est dans le programme l'ADD, mais... Rançonner, vous parlez de quoi? Enfin, appelez ça comme vous voulez. Recenser? Non, le ministre des Finances. Non, c'est pas mes cas, c'était avant. Ah. Non, c'est-à-dire d'emprunter, si vous voulez, l'argent aux citoyens. Les emprunts obligataires. Les emprunts obligataires. Personne ne connaissait ces mots-là. C'est dans le programme l'ADD. Et ce programme est assorti de 4 conditions. Ils n'ont rempli aucune condition et ils ont lancé les emprunts obligataires. Voilà d'où est parti le mal de notre trésorerie actuelle. La trésorerie est sèche. Mais c'est pas ce qu'on nous dit. On nous dit que les finances publiques sont bien tenues. Oui, l'État honore ses engagements, les salaires sont payés, les prestataires sont payés. Disons que depuis le début de l'année, le ministre Motazer a fait payer plusieurs... Quand le nouveau ministre est arrivé, il dit « je débloque 10 milliards » parce que les factures n'étaient pas payées depuis mars 30 milliards. Mais il y a un frémissement positif. Non, après, il y a un bon frémissement depuis le début de l'année. Bon, alors, revenons à ma question initiale. C'est une question de personnes, et non une question de programme politique. Oui, revenons à ma question initiale sur les jeunes, monsieur le ministre. Est-ce que vous entendez le mélange d'espoir et parfois d'impatience qui se dégage de la jeunesse? D'abord, la jeunesse, c'est la strate sociale la plus nombreuse. Hein. C'est vraiment, et c'est un casse-tête chinois dans tous les pays du monde. Tous les pays du monde ont un problème avec la jeunesse. Alors, s'agissant du Cameroun, bien entendu, le président Paul Biya a une politique juvénile, une politique de la jeunesse tout à fait pertinente. Prenons
le plan jeune, 102 milliards de francs CFA. Et les actions, vous voyez avec le ministre de la Jeunesse, l'éducation physique, les actions, nous les voyons tous les jours sur le terrain, c'est concret, c'est pratique. Nous avons également tout le volet éducatif, de la maternelle au supérieur. Les efforts qui sont faits sont colossaux, parce que le président de la République insiste sur la promotion de la jeunesse. Et sur l'accès aux charges de l'État, est-ce que la cadence peut s'accélérer? Les nominations? Oui. Est-ce qu'on peut faire mieux? Il y a des choses qui sont faites, c'est indéniable. Mais est-ce qu'on peut faire mieux? Est-ce qu'on peut rajeunir davantage? Le président de la République a répondu à son discours de janvier dernier, mais laissez d'abord qu'il finisse. Alors, je vais vous rappeler le discours. Je crois que le problème, le terme jeunesse est un terme très complexe. Qui est jeune, qui ne l'est pas? Jusqu'à présent, d'aucuns disent que moi, je suis jeune. C'est vraiment, monsieur le ministre? Bien sûr. Beaucoup de gens me le disent. On vous le dit? Oui. Non, on dit jusqu'à 77 Beaucoup de gens disent que je suis jeune. Les gens disent. Alors, ce que je voudrais dire... Les gens vous le disent que vous êtes jeune? Naturellement. Non, il fait jeune. C'est un problème de... lui refuser. Les gens le disent. Alors, qu'est-ce que cela signifie au juste? Cela signifie que, nonobstant l'arrivée de plusieurs jeunes à des postes de responsabilité importants, les gens croient toujours que c'est la gérontocratie qui prévaut au Cameroun, c'est-à-dire il n'y a que des vieux. Comment changer cette perception? Est-ce que vous avez lâché le mot? Alors, pour changer... Cette perception donc, qui demande donc, un rajeunissement de la classe dirigeante? Tout simplement en donnant les faits. En prenant par exemple la préfectorale, on voit, c'est ça c'est aussi le travail des communicateurs, des journalistes, des sous-préfets, on fait la sociographie des sous-préfets, ils ont quel âge, ils viennent d'où, les préfets, les gouverneurs, dans l'administration générale. Il y a beaucoup de jeunes qui sont chefs de service, chefs de bureau, chefs de service, chefs de cellule, directeurs, secrétaires généraux même, ils sont nombreux qui sont jeunes. Sauf que la jeunesse étant relative, si moi j'ai 45 ans et qu'on nomme quelqu'un de 47 ans, je dirais mais on ne nomme que les vieux parce que moi j'ai 45 ans et que l'autre a 47 ans. Mais celui qui a 47 ans estime qu'il est jeune par rapport à celui qui a 50 ans. Mais je peux vous dire que si on faisait des statistiques, on verrait très bien que beaucoup de jeunes accèdent aux responsabilités. Aux responsabilités. Alors l'horloge tourne vite. Dans un instant, je vais vous donner la parole pour votre mot de fin. Mais je vous propose d'abord un point didactique pour la bonne information de nos électeurs. Il y a une grande séquence forte aujourd'hui avec la publication de la liste des 9 autorisés par le Conseil électoral de l'ECAM pour prendre part à cette élection présidentielle du 7 octobre. Les recalés ont 2 jours pour saisir le Conseil constitutionnel. C'est important de suivre ce point de droit dans cette rubrique Jamais sans mon code électoral. On retrouve Steve Tchega. Feuille par feuille, 27 dossiers de candidature à la présidentielle sont passés à la loupe. 9 seulement ont été validés. Une sélection guidée par le code électoral prescrit par la loi du 19 avril 2012. C'est lui qui dicte les conditions d'éligibilité des candidats à la présidentielle. Il fallait être investi par un parti ou être un candidat indépendant, à condition d'avoir rassemblé 300 signatures de personnalités. Le 18 juillet dernier, Elections Cameroun avait reçu 28 dossiers. Le Conseil électoral signale un désistement. Isaac Fedze du parti Merci. Il a rejoint le G20, groupement des 20 partis de l'opposition qui soutiennent la candidature de Paul Biya. 9 candidatures sont validées. La loi le permet. 2 issues possibles. L'article 125 est ferme à propos. Et un dossier peut être rejeté s'il ne remplit pas l'une des conditions prescrites. Notamment, l'âge, avoir 35 ans révolu à la date de l'élection, avoir résidé pendant 12 mois au moins sur le territoire national, payer une caution de 30 millions conformément à l'article 124. Le candidat ou le parti ne doit pas avoir un emblème comportant à la fois les 3 couleurs du drapeau. Cela est interdit par l'article 122. Le Conseil électoral avait jusqu'à demain pour publier la liste des candidats. Il a
immédiatement informer le Conseil constitutionnel des projets. Les candidatures rejetées ont 2 jours pour adresser leurs contestations et réclamations au Conseil constitutionnel. À partir de ce 7 août, le Conseil constitutionnel a 10 jours pour statuer et la décision qu'il prendra sera immédiatement notifiée au Conseil électoral. Monsieur le Président, on va conclure. Selon vous, quoi va se jouer cette élection présidentielle qui est faite quand même d'un certain nombre de certitudes, mais aussi d'incertitudes? Bien, mais comme jusqu'à présent vous avez bien géré les débats, mon frère a parlé, vous avez dit attendez d'abord cet élément et après je vous repasse la parole. Je crois que c'est le cas maintenant. Oui. Et parce qu'on parlait des jeunes. Mais nous n'avons que 2 minutes pour conclure. Même si c'est 2 secondes. À son discours de fin d'année, le président a évoqué l'idée du nombre exorbitant de candidats. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit à la seule condition qu'ils soient compétents et qu'ils soient expérimentés. Vous cherchez son discours, c'est les 2 mots, compétence et expérimentation. Or, qui dit expérimentation, dit avoir pratiqué un certain nombre de fois des opérations dans différentes administrations. Prenez un octogone comme à la boxe. Vous mettez 6 côtés et vous dites pour telle chose. Il a fait la préfectorale, il a fait la sécurité nationale, il a fait la gestion comptable, financière, etc. Vous verrez que parmi les candidats de l'octogone, il n'y aura qu'une seule chose. Ils diront, je ne le dis pas parce qu'il a été enseignant, ils diront j'ai enseigné à l'université. Et puis, enseignant à l'université, il ne s'agit pas d'aller et combien ont réussi et combien avez-vous enseigné, combien de facultés il y en a. Donc, il y a cet aspect-là. Et le président a dit compétence et expérience. Donc, c'est pour répondre à la question des jeunes. Et tout à l'heure, vous êtes allé un peu trop vite. Vous êtes allé plutôt vers l'âge. Or, dans les démocraties, démocratos, pour revenir au grec du professeur. Demos. Demos kratos. Oui, on est à 30 secondes, monsieur le Président. Littéraire. Oui. Alors donc, dans les pays démocratiques, qu'est-ce qu'on fait? On limite le nombre de mandats. En France, c'est 2 mandats de 5 ans. Tu ne peux pas être président de la République pendant plus de 10 ans, quelle que soit ta valeur. On limite les mandats. On n'a pas mis de plafond. Si vous vous présentez à 99 ans pour le premier mandat, personne ne vous l'empêche. Mais l'essentiel, c'est qu'il y ait 2 mandats. Or, ici, nous sommes au énième mandat. Et puis... Par la volonté du peuple. Non, ce n'est pas par la volonté. Je vois ce que vous faites. Vous, avant que vous le fassiez, j'étais déjà... Alors, votre dernier mot, monsieur le Président, on aura d'autres débats. Pourquoi voulez-vous que je sois dernier? Oui, parce qu'il faut bien que ça s'arrête à un moment. Il y a des derniers ailleurs. Alors, donc... ici. Le problème, il ne s'agit pas de conditionner les gens par des réunions, des danses endiablées. On a cotisé pour la campagne du président de la République, 1 milliard ici. On fait des rivalités régionales avec l'opportunisme de certains dirigeants. Et puis, vous savez que Sarkozy est devant le tribunal en France. Parce que le montant qu'on doit utiliser pour la campagne, il est limité pour donner une égalité de chance à tous les candidats. Or, ici, le président, en plus de tout ce qu'il a, on est en train de cotiser pour lui. Ça crée une injustice. J'aurais été à on aurait été ailleurs que j'aurais dit c'est sa chance. Mais bon, non, ce n'est pas une chance. Mais c'est des opportunistes qui font ça. Alors, et je sais qu'ils n'auront aucun poste. Monsieur le ministre, le Sud a cotisé combien? 150 millions. Ça, et moi, 0 francs, je vous le dis. Non pas parce que je suis candidat. Si c'était une autre affaire du président... 150 millions pour le nord-ouest et le sud-ouest. Ah non, on parle de la campagne du président, puisque par ailleurs, vos camarades cotisent. Non, il y a une double cotisation. On cotise pour le nord-ouest, on cotise aussi... C'est devenu une république de cotisation. Actuellement, ils sont en train de cotiser pour un meilleur déploiement sur le terrain. Alors, vous concluez puisque... cotiser? Pourquoi transformer un président de la République
en un mendiant qui tend les mains pour avoir l'argent. Qu'est-ce qui lui manque? La dernière fois, toutes les autres élections, on n'a pas, sauf cette année. C'est entendu, il va répondre. Il va répondre et conclure. Je crois qu'il y a mais je voulais davantage que vous concluiez sur le nouveau rêve, sans peut-être trahir l'axe de votre campagne, le slogan de la campagne qui est prêt et qui sera publié bientôt. Sur quoi vous allez travailler pour réenchanter les Camerounais? Alors, comme vous le savez, on ne gagne pas... Alors, attendez, il ne faut pas parler au nom du peuple camerounais. Mais vous non plus. Oui, mais j'expose le point de vue de notre champion. Non, alors, comme nous le savons tous... Pas votre, le champion du Cameroun jusqu'à présent. Qui est le vôtre? Quand vous dites qui est dans le vôtre? Mais quand vous... Non, j'ai dit c'est pour tout le Cameroun. Oui, mais il est dans votre champion. C'est comme s'il était le champion de Bolova. Oui, ça veut dire qu'il est dans le vôtre également. Pas d'équipe. Oui, ça veut dire que c'est également votre champion. Et je vous remercie. Je vous remercie parce qu'il est votre champion. Et lui-même me le rend. Mais tant mieux. Que j'ai été son concurrent, quand il me voit, il y a toujours une certaine affection que d'autres n'ont pas malgré les gesticulations que vous connaissez. Alors donc, vous prenez le président... Vous avez arraché le temps de parole du ministre qui est en train de conclure. Le générique de fin est en train de défiler, sinon on va nous couper à l'antenne. Bon. C'est le champion, je dis notre, c'est le champion du RDPC et de la majorité présidentielle. Non, nous sommes au ras du sol. Ce n'est pas un débat. C'est le champion, il a été élu, ça suffit. On dit qu'il a été, c'est l'élu du peuple. Champion. On n'est pas au championnat d'Europe. Monsieur le ministre, comment vous réenchantez les Camerounais? En 2 mots. Alors, première chose. Ça va être difficile. Mais il prend position. Bon, en tout cas, c'est normal. Contre son champion, il prend position. Non, mais c'est une bonne chose. Pas de ces mots. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que, comme nous le savons tous, on ne gagne pas une élection à partir d'un bilan. On gagne une élection parce qu'on sait séduire, on sait charmer, on sait convaincre, on sait persuader pour le futur. Parce que la main qui a reçu en redemande. Alors, nous allons donc axer notre campagne sur le futur. Nous allons présenter le président Paul Biya comme l'homme de l'avenir, l'avenir du Cameroun. Avenir dans tous les domaines. Nous allons également insister sur sa force, force de proposition, force d'implémentation de l'action, force de vision, de scrutation de l'avenir. Et nous n'allons pas révéler ici, n'est-ce pas, tous les compartiments de notre plan média, mais sachez que notre problématique est claire et nette. Le président Paul Biya, c'est le président de l'avenir, l'avenir du Cameroun, des jeunes, des femmes, des aînés et de toutes les régions du Cameroun. Merci, monsieur le ministre, d'être venu à cette première émission 100% politique. Je voudrais remercier le ministre Famdongo, remercier le président Garga et remercier toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont permis de réaliser cette première émission de cette série. Mardi prochain, vous allez retrouver Joe Chebonken pour la version anglaise et je vous retrouve dans 2 semaines. Restez sur la CR TV.
Slow down. Come on, you need to stop. Listen to me. Come on, let's go already. Take that off. Sorry, don't get mad. Don't get messy. What's wrong? Is it that time? What time? Nothing wrong about. Good morning, you're welcome. Good morning, Alexander. Close your mouth, Alex. Sorry. P Publication Desk now speaking. Yes, please hold. That's it.